Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans une nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. Ici Ananda Dubé-Gauthier, coordonnatrice artistique ici au Lac-Métis. On reçoit en résidence de création durant 2 semaines Marie-Ève Muller qui est avec nous du 18 novembre au 2 décembre. Allô Marie-Ève? Allô Ananda. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Comment tu vas? Et écoute, ça me fait tellement du bien d'être en résidence, malgré un rhume, mais on dirait que c'est la bonne place pour vivre tout ça. Ça me permet de vraiment me concentrer sur l'écriture, sur le travail. Une résidence, c'est vraiment un moment béni où on a juste ça à faire, écrire, rentrer dans nos sensations, dans notre tête, s'ennuyer un peu pour que justement les idées sortent puis qu'on trouve les bons mots. Fait que ça fait vraiment du bien. Super. Marie-Ève, en fait, je vais faire un petit résumé de qui tu es, là, pour oui, que les gens à la maison puissent savoir. Tu es qui, en fait? Tu es née en 1989 près du fleuve en banlieue de Montréal. Tu es diplômée, ici, j'ai journalisme, rédaction professionnelle, sciences des religions. Là, je suis très curieuse, et littérature. Et tu offres aussi des ateliers de création. Tu as participé à plusieurs performances littéraires, entre autres aussi avec les mouvements corporels, à ce que je peux comprendre. Et tu as publié dans des recueils collectifs, comme par exemple Épitherme, qu'on a ici. Et également, en 2019, tu as sorti ton premier roman, La résilience des corps. Et ça, c'est aux éditions de l'Instant même. Tu me disais aussi tout à l'heure que tu as choisi la couverture. Ça te rendrait très heureuse. Voilà, bien, Une tempête de neige, disons que c'est d'actualité en ce moment, mais c'est un livre qu'on peut lire à toute saison. Oui, et de quoi parle ce premier roman, La résilience des corps? Mais c'est un thriller psychologique raconté par 2 personnages. Donc, on assiste à une chicane de couple et on a la version et de Clara et de Romain. Et avec des flashbacks, on essaie de comprendre un peu comment on a pu arriver à un tel imbroglio. On me dit donc que c'est un page-turner, là, quand on le commence, on le finit d'un coup parce qu'on veut savoir la fin. C'est comme ça que je l'avais construit un peu. Puis ça parle de santé mentale, de violence conjugale, bref, des sujets super joyeux, super légers. OK. Et comment tu imbriques ça dans ce roman-là? Comment est venue cette idée-là de... Mais pour moi, la création commence souvent à partir d'une image. Donc, j'avais une première scène qui m'est apparue où j'avais vraiment une chicane de couple de la fille qui crie après le gars, puis le gars qui essaie de rester calme, puis qui veut pas embarquer dans la crise. Puis j'ai voulu comprendre d'où ça venait, c'était quoi cette crise-là. Et peu à peu, je me suis mis à écrire pour savoir la suite. Puis je me suis complètement laissée embarquer dans l'histoire. C'est super. J'ai une curiosité en lisant ta biographie. C'est écrit que tu as fait un diplôme en sciences des religions. Oui. Et là, je suis très curieuse de savoir comment c'est arrivé, cette chose-là, d'aller en sciences des religions. Et aussi, est-ce que ça te sert dans ton écriture? Est-ce que ça s'insère dedans? Je ne sais pas si ça s'insère. En fait, la science des religions, c'est l'étude des religions, mais pas d'un point de vue croyant. Donc, d'un point de vue laïque, pour comprendre un peu ces phénomènes-là qui ont une super grande influence sur la société, sur les individus aussi qui la composent. Donc, c'est d'étudier qu'est-ce que c'est une religion, comment ça fonctionne, comment les gens embarquent là-dedans, pourquoi les gens embarquent dans des religions, qu'est-ce que les systèmes de croyances permettent. J'ai commencé ça parce que j'essayais de me spécialiser en journalisme en conflits religieux. Je trouvais que, malheureusement, il y en a beaucoup sur cette planète et ça continue de rester d'actualité. Dans l'écriture, je pense pas qu'il y a beaucoup de place au mysticisme ou à la spiritualité dans mon écriture, mais peut-être que quelqu'un d'autre en trouverait, alors qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans l'écriture qu'on n'a pas conscience. Pour le moment, je ne me suis pas penchée sur aucune question religieuse ou conflit religieux dans l'écriture, mais qui sait, peut-être pour un prochain texte. Oui. Ça reste toujours dans ton CV, en tout cas. Voilà. Et je voulais savoir, en fait, tu es ici pour travailler sur ton premier recueil de poésie. Oui. Qui s'appelle L'Inventaire des silences. Et je me disais, à quel moment dans ton processus tu t'es dit, j'ai besoin d'une résidence de création maintenant? Faut que ça s'insère dans mon processus. Et aussi, qu'est-ce que tu fais durant cette résidence de création? Parce que tu es quand même ici 2 semaines. Qu'est-ce que tu fais pendant 2 semaines? Le recueil, à ce point-ci,
je dirais que le premier jet est presque tout terminé. Donc, il me manque encore quelques poèmes à certains endroits pour que j'ai l'impression que vraiment l'histoire au complet est racontée. Et là, c'est mes tics de romancière qui ressortent. Là, et pour moi, ça reste encore raconter des histoires. Je suis pas du tout dans une poésie qui est dans le symbole ou qui est dans la forme. C'est pas formaliste. C'est vraiment plus un peu un vocabulaire du quotidien, mais pris sous forme d'instantané. Donc, des petites scènes rapides. C'est venu d'un besoin. En fait, je me suis séparée en 2019. Oui, je pense. Non, plus tard que ça. Bref, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Durant la pandémie. Durant la pandémie, vers la fin de la pandémie. Et j'ai eu besoin de traverser ce deuil-là en écrivant, parce que quand on écrit, ça devient un besoin, c'est notre façon de nous exprimer. Et là, la résidence, ça me permet de terminer, de peaufiner, de relire, de ciseler, parce que la poésie, comparativement à, mettons, l'écriture du roman ou de la nouvelle, chaque mot est tellement dans une économie de langage qu'il faut que chaque mot soit bien choisi. Tandis que dans un roman, si j'ai une phrase au milieu d'un paragraphe qui est un peu « mais », c'est pas grave, ça passe droit. Mais sur un poème de 4 lignes, il faut que chaque mot ait vraiment sa place. Donc, la résidence me permet de parler à voix haute, de répéter 10 000 fois le même poème jusqu'à devenir folle, mais trouver, enfin, c'est quoi qui clochait, puis c'est quoi le bon mot. Là. Super. Donc, tu récites à voix haute dans ta résidence. Je récite, je danse, j'arpente les rues et la plage de Sainte-Flavie, je réfléchis, je fais des petites fiches et là, je les replace dans différents ordres en me disant, est-ce que ce poème-là, en fait, il vient au début ou il vient à la fin? Est-ce que dans le fond, c'est ça qui était le préambule, ce qui était là depuis le début, mais que j'arrivais pas à voir, mais qu'au final... c'est pas à la fin qu'il doit aller, c'est au début. Donc, tu es vraiment dans les arrangements, là, dans les derniers milles, en fait, de ton recueil. Les derniers milles de cette première version, avant qu'il soit envoyé en édition, et espérer qu'un jour il se rende au public. On te le souhaite, en tout cas. Je me le souhaite, oui. On n'a pas parlé du sujet de ton recueil, mais en fait, c'est une autofiction. Oui. Le sujet, c'est la traversée d'un processus de deuil, d'une séparation, qui entoure une rupture amoureuse, en fait, d'un couple de femmes qui tendaient de fonder leur famille. Et tu présentes le couple dans le quotidien, mais sans que l'orientation sexuelle, ça soit le nœud de la narration. Je me demandais comment tu fais ça et pourquoi c'est important pour toi de parler aussi de ce sujet-là. Bien, d'abord parce que ça te rejoint, mais outre ça. Mais il n'y en a pas beaucoup de recueils de poésie où on va parler de l'amour entre femmes ou de l'amour homosexuel, pansexuel, peu importe. En fait, c'est souvent très hétéronormatif. J'ai l'impression que plus on va avoir de fiction, plus on va avoir de textes, de séries, de films où on va avoir une représentation diverse de l'amour, plus ça va être facile pour tout le monde de s'accepter. Il y a eu beaucoup de récits autour du coming out, autour de ce moment charnière où on découvre notre orientation sexuelle, mais moins sur d'autres étapes de la vie super importantes, comme le moment où on se dit, ben ça y est, je veux fonder ma famille. Ça vient avec des défis supplémentaires. Là. Il y a une question biologique qui se pose à un certain point. Ça vient aussi avec des codes différents, avec une vie sociale un peu différente. Donc, j'avais envie que ça soit représenté aussi. Puis, c'est sûr que ça vient teinter l'écriture de toute façon, parce que, bon, c'était ça l'expérience que j'ai vécue, finalement. OK, super. Et je me disais, en lisant là, un peu le descriptif de ton projet, tu dis que l'univers marin s'insère dans tes poèmes. Et là, moi, je suis très curieuse. Là, on passe de le quotidien homosexuel à les mammifères marins. Je suis vraiment curieuse de voir comment ça s'insère et pourquoi. Ça vient de où, ça? Dans la vie, j'ai la passion de l'écriture, mais j'ai aussi une grande passion pour les baleines, ce qui m'a amenée à travailler pendant 4 ans pour le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. J'ai donc passé 4 étés à Tadoussac. C'est là que j'avais rencontré mon amoureuse. On avait cet amour donc des baleines du bord du fleuve, de la mer rendue là. On peut dire que c'est la mer, c'est plus le fleuve. Puis je pense que ça a tellement teinté notre histoire que ça n'avait pas le choix de teinter aussi l'écriture qui retrace cette histoire-là, qui retrace la rupture, qui trace
processus de deuil. Puis, quand on est triste ou qu'on se sent seul, le corps baisse sa température corporelle. C'est un réflexe qui a été étudié en psychiatrie qui fait que finalement, si on prend notre température, on est plus froid que d'habitude. Et il y a quelque chose qui vient avec les fonds marins dans ce froid-là, dans cette noirceur-là qui est de la traversée d'un deuil. Ça m'a vraiment amené à des images, à des métaphores. C'est super intéressant. Et je me disais, est-ce que ça te dirait de nous lire un extrait? On aimerait ça entendre un peu de quoi ça a l'air. Mais l'extrait que j'ai choisi, il n'y a pas de la partie fond marin. On est vraiment dans le tout début de la rupture, mais quand le recueil sortira, vous pourrez toutes les découvrir. Super. Ben, on est prêt à t'écouter, en tout cas. Fait que c'est un recueil qui est divisé en 8 parties. Puis ça, c'est la 3e, donc tout juste après la rupture. La première nuit, l'angoisse de la lampe de chevet, dernier rempart pour espérer être bordé. L'ampoule éclaire l'absence. Tu ne dormiras pas ici, le creux de ton oreiller non comblé. Le réveil en sursaut quand le corps cherche, traverse le lit sans jamais trouver de chaleur, ton réconfort. Vient quand même le matin, les roucoulements de la chatte affamée qui piétine mon ventre. Si je n'ouvre pas les yeux, rien n'est arrivé. Si je reste sous l'édredon, quand enfin je me lèverai, tu seras revenu, tu iras mieux. Ce sera un matin d'œuf bénédictine. La douleur se résume en une seule tasse, sur le dessus de la machine à café. J'ouvre les armoires, souffle sur une assiette les miettes de tant de soupers heureux. Serviette à main pliée en petits carrés parfaits que je ne sais reproduire. À travers la lessive, tes chaussettes collées aux miennes, inséparables. Je me dis, je devrais manger, je devrais me laver. Sortir de ce lit ne doit pas être si difficile. Puis, la journée s'est terminée. Donc, on est vraiment dans un recueil joyeux. Peut-être la prochaine fois, j'écrirai enfin une histoire joyeuse. Qu'est-ce que ça t'a fait de lire cet extrait-là pour la première fois? La première fois, c'est arrivé en novembre 2019. J'ai été invitée 2021. Mon Dieu, je suis toute perdue dans les années 2021. Où le collectif Ramène, qui est un collectif super actif à Québec, vous irez découvrir leurs œuvres, c'est vraiment super intéressant, m'ont invitée à lire de la poésie et j'en avais pas vraiment, mais j'avais commencé ces textes-là. Alors, ça a été un moment où j'ai pu avoir aussi un feedback du public qui me disait... Et je me suis reconnue dans ces images-là. J'ai senti, moi aussi, qu'après mes ruptures, il y avait toutes ces petites images-là dans le quotidien qui nous ramènent à la solitude nouvelle. Ça m'a donné l'envie et le courage de continuer ce processus-là, de gratter un peu le bobo pour terminer l'histoire. Souffrir pour créer. Oui, c'est ça. Mais j'ai un ami, quand je me suis séparée, qui m'a dit « Mais là, tu souffres, mais fais-en quelque chose de beau. » Puis autant au début, j'ai trouvé ça comme « C'est dégueulasse de dire ça à quelqu'un. On fait juste souffrir. On est juste dans sa douleur. » Mais c'est vrai qu'à un certain point, la vie de couple, c'est plein de beauté. Puis quand ça s'arrête, c'est le temps aussi de revenir sur tous ces beaux moments-là puis tout ce que ça nous a appris. Super. Et as-tu des influences littéraires? Oh, 1 million! 1 million, mais peux-tu en nommer quelques-uns, peut-être qui t'influencent plus dans le travail que tu fais présentement? Ou y a-tu des... Est-ce que tu lis des gens ou des auteurs qui t'influencent? Oui, beaucoup. Je suis une grande lectrice, puis là, depuis que je suis ici, je prends vraiment le temps de lire, ça fait du bien. Autant je vais aimer lire des essais comme Catherine Voyer-Léger, qui va écrire avec une économie de mots, mais qui va aller vraiment distiller les sentiments, ou Joan Didion du côté états-unien, qui va avoir vraiment réussi à canaliser la douleur dans quelque chose de sublime. Là, si vous n'avez pas lu encore The Year of the Magical Thinking, l'année de la pensée magique, c'est vraiment sublime et bouleversant et renversant comme ouvrage. En poésie, je vais autant aller voir du côté de Caroline Fouché, qui va avoir une poésie qui est très dans l'oralisation. J'aimerais être capable d'être aussi drôle dans des textes aussi tragiques que ce qu'elle écrit. Mais bon, j'écris comme j'écris. On peut pas voler l'écriture des autres.
vraiment toutes sortes de choses différentes. Autant je vais lire du roman, sortir de mon quotidien, mais des fois, c'est dans une petite phrase cachée quelque part qu'on va tout à coup faire « Ah oui, 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 ça me donne une idée », puis ça déclenche quelque chose d'autre. Je trouve que la lecture, c'est un geste qui déclenche l'écriture, justement. C'est vrai, vraiment. Bien, c'est toutes les questions que j'avais pour aujourd'hui. Merci, Mariette, pour ta générosité. Bien, également, je te souhaite bonne chance pour ta résidence de création, pour terminer tout ce que tu souhaites terminer ici. Merci de me recevoir. Oui, ça fait plaisir. De notre côté, c'était tout pour les entrevues de la Tourelle du Château Landry pour cet automne. On se donne rendez-vous à l'hiver pour de nouvelles capsules. Et je tiens à remercier chaleureusement TVM pour son appui tout au long de la saison et nos partenaires, la librairie Beaucoup et l'Alphabet de Rimouski. Et on se dit à très bientôt. Bonne fin d'année tout le monde.